Voilà, je vous souhaite, j'allais dire la bienvenue parce que c'était le mot de mon père, mais c'est moi qui suis chez vous. Donc je vous remercie de m'avoir accueilli. Est-ce que vous m'entendez là? J'ai l'impression qu'il ne marche pas. C'est bon, c'est bon. Donc je vous remercie de m'avoir accueilli et je sais pourquoi vous êtes là et vous avez bien raison d'être venu pour cette raison-là parce que l'heure est grave. Je pense que nous ne sommes jamais tombés aussi bas. Je pense que nous n'avons jamais eu affaire à des manœuvres aussi perverses. Et je crois que seule la lumière sur ces agissements nauséabonds nous permettront en effet de sauver nos enfants. De les sauver ici en France, mais au-delà de la France. Car nous le savons ici, la France joue un rôle extrêmement important dans le monde, car ce qui va se passer ici aura des conséquences dans le monde entier. Et je reviendrai sur cet aspect des choses plus tard dans mon exposé. Comme vous le savez peut-être, j'ai 55 ans, je suis une maman, j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. J'ai élevé mes enfants en commençant par les allaiter. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que figurez-vous que récemment, un article du Point vient de paraître dans la polémique aujourd'hui qui, soi-disant, divise la France, clive la France. En vérité, il n'y a pas de division de la France sur ce point. Aujourd'hui, nous sommes unanimes. Il y a une ultra minorité qui veut nous faire croire que nous n'existons pas, alors que, en vérité, c'est eux qui vont être mis à bas. Car nous existons bel et bien en tant que père, en tant que mère, en tant que grands-parents, en tant qu'oncles et tantes. Et quand je vous disais que j'ai allaité mes enfants, je le disais en souvenir de cet article que je viens de lire récemment dans Le Point, où il est question justement de ce que le lait maternel se compose différemment selon qu'il est destiné à une fille ou à un garçon. Et je vous renvoie à cet article du Point, et que j'ai trouvé très pertinent dans le climat qui nous amène à nous réunir un peu partout en France autour de cette fameuse idéologie du genre. Donc j'ai allaité mes enfants, je ne les ai pas allaités 2 jours. Ma fille, je l'ai allaitée 21 mois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'elle sera en mesure de reprendre la relève puisque les forces lui auront été données. Attends, c'est exactement l'objectif que les idéologues du genre ne veulent pas que nous atteignions avec nos enfants. Il est bien question que nos enfants n'aient plus de parents, au fond. Parce que le véritable objectif de ces idéologues, c'est cela. C'est qu'il n'y ait plus de famille, qu'il n'y ait plus de père, plus de mère, plus de sœurs, plus de frères, qu'il n'y ait plus rien qui leur permette d'avoir en face d'eux des communautés ou des nations humaines qui puissent résister à leur plan satanique, car il s'agit là, bien évidemment, de projets sataniques sur lesquels je reviendrai en effet. Donc l'allaitement, vous voyez, déjà, à l'origine, c'est quelque chose qui vient distinguer le garçon et la fille. Et je dirais même que l'humanité entière existe à partir d'un point de départ qui est la différenciation sexuelle. Les autres différenciations viennent après. C'est la différenciation sexuelle qui fait que de Adam et Ève, nous aurons cette multiplicité desquelles nous pensons, nous, être issus aujourd'hui. Et même si on n'y croit pas, on sait que la différenciation, enfin si on n'y croit pas en termes religieux, on sait que la différenciation sexuelle aujourd'hui est à la base de la civilisation, et je dirais même de l'humanité. Donc c'est ça qui est en cause, c'est ça qu'on veut détruire. Et comment s'y est-on pris? Eh bien on s'y est pris à l'éducation nationale de manière extrêmement sournoise. Vous avez là, je pense, tous les éléments déjà en tête pour savoir que dans la République dans laquelle nous nous trouvons, tous les projets de ce type, c'est-à-dire tous ces projets de destruction de l'humanité d'une manière ou d'une autre, pour un objectif ou un autre, avancent toujours masqués. Mais nous n'étions jamais encore arrivés au point où, après nous avoir tout volé, ils allaient aussi envisager de nous voler les enfants. Je pense que nous sommes arrivés, comme je le disais au début de mon intervention, dans une situation qui est particulièrement catastrophique et que même le récit de Sodome et Gomorrhe ne rend pas compte dans sa gravité actuelle, dans la mesure où à Sodome et Gomorrhe, si je ne m'abuse, on ne propose pas à un enfant de 4 ans de changer de sexe. Donc nous avons dépassé tout ce qui a été conçu religieusement, spirituellement, humainement, intellectuellement, et nous arrivons à une situation où le danger est si vif et si réel que si nous ne nous mobilisons pas de manière extrêmement ferme et déterminée et sans la moindre concession à ce pouvoir, nous n'y arriverons pas.
car je trouve en effet que nous n'avons aucune espèce de concession à faire sur la tête de nos enfants. L'éducation des enfants nous appartient à nous, les parents. Il faut répéter encore une fois que Laurence Rossignol a eu le culot de prétendre, et elle n'a pas été la seule, que les enfants n'appartenaient pas à leurs parents, sous-entendant dans son développement, dans sa réponse, qu'ils appartenaient à la République laïque et donc à l'État. Nous sommes dans une situation où il est affirmé de manière arrogante aujourd'hui et assumé par un pouvoir socialiste, il est affirmé une idéologie totalitaire. La théorie du genre, qu'est-ce? C'est une idéologie, comme je viens de le dire. C'est-à-dire que ça n'a rien de scientifique. Et d'ailleurs, même si ça l'était effectivement une théorie, nous savons que dans le monde moderne, nombre de théories aujourd'hui ont vu le jour et se sont toutes infirmées les unes les autres au fur et à mesure que le temps s'est écoulé. Qu'on l'appelle théorie ou idéologie, de toute façon, ça ne vaut absolument rien. D'autant plus qu'il est question de remettre en cause le bon sens, le principe de réalité. Nous sommes là dans des situations où, en effet, il est parfaitement incompréhensible et inacceptable de poursuivre un quelconque débat avec des gens qui nous prétendent que le ciel est sous nos pas et la terre au-dessus de notre tête. Je vois aujourd'hui des gens discuter avec d'autres sur la question qu'il serait peut-être possible qu'un jour, et voire envisageable, qu'une femme accouche par la bouche. Mais mon Dieu, pourquoi faire? En Rabelais, c'était par l'oreille. Dans Rabelais, c'était par l'oreille, me dit-on à ma droite. Donc on est dans l'absurde et l'aberration complète. Nous sommes effectivement, le mot est juste, en plein délire. L'idéologie du genre, vous la connaissez, je pense, et je ne vais pas m'étendre sur cette définition, c'est une idéologie qui va prétendre que nous ne naissons pas hommes ou femmes, que nous le devenons sous le poids d'un certain nombre de contraintes sociales, et que ces contraintes sociales sont plus fortes que la biologie, sont plus fortes que notre don, que le don qui nous a été fait à la naissance, dans le sexe dans lequel nous sommes nés. Et à partir de là, tout dérape. Parce que nous avons le choix de choisir notre sexe. C'est intéressant cette notion de choix et de liberté. Pourquoi? Parce qu'il est question, à un moment donné, bien sûr, dans la perspective de détruire notre humanité, de faire aussi du commerce. Pas bête. De faire du commerce, pourquoi? Parce que la liberté et le choix vont nous mettre objet de pression sociale pour le coup. C'est-à-dire que la contrainte innée de notre sexualité ou de notre sexe, dès lors qu'elle devient en roue libre et susceptible d'être posée dans un menu, eh bien effectivement nous devenons l'objet de publicité également, de réclame. C'est-à-dire que dès l'école, pourquoi pas proposer aux enfants très tôt de changer de sexe, comme si une femme se limitait à être un trou avec des poils autour qu'on obtiendrait dans une salle opératoire. Et c'est des choses comme ça que j'entends dans la bouche des enseignants. Aujourd'hui, l'année dernière, j'étais enseignante au Caire, détachée par l'éducation nationale et malheureusement embauchée, vous allez comprendre pourquoi je dis malheureusement, dans le cadre de la mission laïque française, qui en Égypte fait les dégâts que vous pouvez imaginer. Et j'ai eu des enseignants et des collègues qui m'ont expliqué que ça allait être formidable, parce que nous allions pouvoir changer de sexe plusieurs fois dans notre vie. Des enseignants représentant la France à l'étranger, et dans un pays en plus particulièrement, disons, malmené par la politique à ce moment-là. Et c'est le langage de la France à l'étranger aujourd'hui, qui est représenté par la mission laïque, qui est représenté aussi par l'éducation nationale, et qui est représenté par notre gouvernement, et nous étions censés en être les représentants, chose que je n'ai bien évidemment pas accepté d'assumer, avec les conséquences que ça peut avoir. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est que font les enseignants? Qui sont les enseignants? Que veulent les enseignants? Ne sont-ils pas en train eux-mêmes de scier la branche sur laquelle leurs enfants sont assis? Car ne sont-ils pas des parents, pères et mères eux-mêmes? Donc je crois que, sans espoir ou sans illusion de mon côté vis-à-vis de cette population, il est clair aujourd'hui que les parents ne peuvent compter sur personne d'autre qu'eux-mêmes. Si le père faiblit, il sera responsable devant Dieu et les hommes du sacrifice de son enfant. Et si la mère n'assume pas son rôle, elle sera aussi, de la même façon, comment dirais-je, redevable devant Dieu et devant son enfant. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est que la façon dont ça avance masqué doit nous interpeller.
Que se cache-t-il derrière cette mascarade? Eh bien, cela avance masqué derrière cette fameuse notion que vous connaissez tous et qui nous a souvent manipulés, nous issus d'immigration, mais pas seulement. Chez les Français dits de souche, les dégâts ont été considérables à partir de ce mot sacro-saint maçonnique, c'est l'égalité. Qui dit égalité aujourd'hui dit quoi en vérité? Dit destruction de la complémentarité. Et voilà ce que nous cache exactement le projet de Vincent Peillon, de Belkacem. Il est question, sous couvert d'égalité, de foutre en l'air la complémentarité naturelle et divine que nous avons reçue tous les uns et les autres à notre naissance. Et sans complémentarité, il faut savoir qu'il n'y aura plus de vie au vrai sens du terme. Car si nous considérons qu'un homme n'est pas complémentaire à une femme, nous avons alors toutes les autres complémentarités qui vont disparaître. Les complémentarités sociales, les complémentarités religieuses, je dirais les complémentarités professionnelles, les complémentarités spirituelles. Donc, nous sommes dans un monde qui a d'ores et déjà été bousillé, massacré, détruit sur toutes les formes de complémentarité qui doivent, par leur disparition, nous amener à nous jeter les uns contre les autres. Et nous en sommes maintenant à un stade le plus grave de tous, où l'homme et la femme vont disparaître, propulsés dans une identité qui n'en sera pas une espèce d'individu transgenré, commercialisable, comme tout objet, corvéable à merci et jetable le plus rapidement possible. Vous savez qu'un enfant qui n'a pas de père ne peut pas se défendre dans la vie, car il peut être très instruit, mais son quotient émotionnel ayant été très entamé, il n'aura pas émotionnellement, et on le voit tous les jours dans les sociétés modernes, ces gens qui, très instruits, ne sont pas capables émotionnellement de se défendre. Et d'ailleurs, ça nous paraît tout à fait incompréhensible que de voir des bacs plus 72 pleurer devant leur chef de service pour la moindre petite remarque. Eh bien, parce que dans leur vie, justement, affective, et dès le plus jeune âge, il s'est produit des fractures et on n'a pas développé cette force émotionnelle qui leur permettra effectivement d'être des hommes complets, c'est-à-dire pas seulement des hommes qui ont un QI, un quotient intellectuel très élevé, mais aussi nous avons besoin d'un quotient émotionnel extrêmement fort pour que nous puissions être debout face à l'adversité qui éventuellement peut se présenter au cours de notre existence. Eh bien, la théorie du genre, elle est là pour péter le quotient émotionnel. Ça, il faut qu'on soit bien clair là-dessus. Et elle est là pour faire en sorte qu'aucune différenciation nous conduise à penser les choses de manière autonome et indépendante à la voix officielle. Nous n'aurons plus d'existence. C'est pour ça que j'interpelle particulièrement les parents aujourd'hui sur cette question de la complémentarité. Pour dire quoi? Pour dire que ce qui nous arrive, nous l'avons mérité. Voilà le problème. Nous avons semé ce qui est en train de tomber sur la tête de nos enfants. Car nous avons accepté l'inacceptable sans broncher déjà depuis bien des décennies. Nous avons accepté d'être divisés entre hommes et femmes depuis bien longtemps, et nous avons accepté toutes les manipulations qui nous ont conduits aujourd'hui à pleurer sur notre sort de parents et le sort de nos enfants, mais en vérité nous avons été complices de ce malheur qui aujourd'hui existe devant nos yeux, que j'ai eu la chance de pouvoir éclairer aux yeux de toute la France, et à l'égard duquel aujourd'hui je vous appelle à vous lever pour réparer nos lâchetés antérieures, notre passivité et nos croyances dans le fait que nous pourrions individuellement nous en sortir. Car lorsque j'ai lancé les JRE, je me suis trouvé par exemple en face de catholiques, les premiers, à dire nous, bah écoutez, de toute façon on a nos écoles privées. Et on va s'en sortir comme ça. Mais de quelles écoles privées parle-t-on? De celles qui sont sous contrat? Elles ne sont pas privées. Nous savons parfaitement que les écoles sous contrat, qu'elles soient catholiques ou pas d'ailleurs, ce sont exactement les antichambres de l'éducation nationale. Et c'est d'ailleurs même beaucoup plus grave, parce que dans ces écoles dites privées et libres, en fait, on y entretient une plus grande illusion. À l'école publique, au moins, on sait qu'on est dans la gueule du loup. Déjà une chose qui est entendue. Donc ces écoles privées sous contrat ne protégeront pas vos enfants. Alors on me dira, ah ben oui, mais moi, je suis à l'école hors contrat. Mais est-ce que c'est ce que vous allez dire à Jésus le jour où il reviendra?
Je m'en suis sortie, moi, en remplissant le cahier de texte, comme l'a dit un jour un directeur d'une école catholique, et puis en sauvant mes enfants à moi. On ne s'en sortira pas comme cela. Car même si vous parvenez, si nous parvenons à protéger nos enfants le temps qu'il faudra, il faudra bien un jour qu'ils sortent dans le monde. Il faudra bien un jour qu'ils nous quittent et qu'ils sortent de la grotte dans laquelle nous les aurons protégés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont découvrir le monde LGBT? Quelle place sera la leur dans ce monde-là? Et que pourront-ils y faire? Et vont-ils pas nous reprocher de n'y avoir pas combattu pour l'empêcher d'être ce monde LGBT? Et je veux vous dire aussi que pensez à vos vieux jours. Si vous ne combattez pas aujourd'hui pour les enfants, qui vous garantit que vos enfants combattront pour vous lorsque vous ne pourrez plus ni marcher ni manger de manière autonome? Vous savez, les choses sont forcément toutes liées. La vieillesse aujourd'hui abandonnée est une honte nationale. Et cette honte nationale aujourd'hui nous amène à regarder les conséquences sur nos enfants. Et cette situation va s'aggraver. C'est pour ça que je dis, et je répète qu'il faut relancer le débat et la lumière sur la complémentarité et dire que l'égalité sacrifie la complémentarité. Nous devons relancer ce mot de complémentarité et le nourrir chaque jour dans notre pratique quotidienne, dans notre famille, dans notre voisinage, dans nos travaux respectifs. C'est là que nous ferons la preuve, en effet, que nous ne voulons pas d'une civilisation, d'une contre-civilisation transgenrée. Parce que le transgenre n'est pas un homme, n'est pas une femme, c'est le néant. D'autant plus que ça nous est proposé finalement par des gens qui sont très malins, parce qu'eux, ils n'en veulent pas de cette idéologie du genre. Ils ont mis de leurs enfants, ça je le sais pour m'être informé, dans des écoles où il n'en est pas question. Bien sûr. Pensez-vous que Madame Vincent Payon appelle sa fille Monsieur? Je ne crois pas. Donc, lorsque je vous dis que nous sommes responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est une mauvaise nouvelle, ou en tout cas une parole qui peut être dure à entendre, mais c'est aussi quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous avons le pouvoir sur nos vies. Ça veut dire que si nous décidons enfin de reprendre le contrôle de nos vies et de faire en sorte qu'en effet nous récupérions les fondamentaux avec lesquels nous sommes déterminés à vivre, nous avons la possibilité de gagner. Ça ne dépend que de nous. Parce que si vous faites trop de politique ou si vous faites trop de religion, genre eschatologie, c'est la fin des temps, de toute façon tout est cuit, reste plus qu'à se coucher et puis attendre la comète sur la tête, on me le dit ça. Hein. Moi je réponds qu'en tant que mère, jusqu'à la dernière minute, mon fils jeté dans le feu, j'irai le chercher. On ne peut pas se cacher derrière, je dirais, une perception eschatologique des choses qui viendrait excuser que nous sacrifions nos propres enfants. C'est inadmissible. En termes politiques, n'en parlons pas, on les voit tous aujourd'hui. Vous avez vu de quel lynchage j'ai été l'objet sur le plan médiatique, d'une férocité inouïe, dont j'ai été très fière parce que ça voulait dire que j'avais gagné. Je pense que sans ce déchaînement médiatique, cela aurait signifié bien évidemment que je n'avais pas touché ma cible. La cible, elle a été touchée. Je vous expliquerai comment j'ai su qu'une JRE pouvait effectivement atteindre la cible, puisque c'est de ça aussi dont nous allons parler ce soir. Je voudrais faire une petite incursion dans les livres jeunesse, dont M. Copé, je crois, nous a parlé un peu concernant cet ouvrage qui s'appelle Tous à poil. En fait, Tous à poil, c'est rien en comparaison de ce qui existe vraiment. Le gars, il nous a fait une concession de langage, je dirais, dans la mesure où ce qui se diffuse était éminemment bien plus grave. Et le Tous à poil n'est pas un livre qui touche véritablement à l'idéologie du genre. Je dirais plutôt à la pornographie. C'est pas mieux, me direz-vous. C'est pas mieux. Mais il n'empêche qu'il y a une espèce de détournement, je dirais, de sujet quand on se fixe uniquement sur le livre Tous à poil dont nous a parlé Copé, donc que je félicite par ailleurs, si tant est qu'il ne se renie pas d'ici 2 jours. En tout cas, pour l'instant, il est sur cette position-là, on peut le féliciter et on lui souhaite de continuer, de rester là-dessus et d'aller même un peu plus loin. Donc je vous ai amené des livres qui... dont on ne peut pas douter de l'existence.
On a dit la théorie du genre n'existe pas. Là, j'ai sous les yeux un livre que je peux bien manipuler de mes mains. Et ce titre, c'est « Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?» Donc, je vous passe l'histoire, mais on aura compris qu'il s'agit bien évidemment là de troubler le genre, selon le titre même du livre de Judith Butler. Butler, elle a fait un bouquin qui est aujourd'hui la Bible des tenants du genre, et ce livre s'intitule « Trouble dans le genre ». Certes, à une infime minorité pour les hommes, il peut y avoir trouble dans le genre, et il s'agit d'une anomalie. Rien d'autre. Il ne s'agit que d'une anomalie. Ce trouble dans le genre devient une norme à partir du moment où on va l'intellectualiser et on va la proposer partout dans la société, et pas seulement à l'école, mais partout dans la société. On va proposer ce trouble dans le genre comme un programme auquel nous devrions tous nous rallier. Alors, ça prend la forme, en effet, par exemple, de ce livre jeunesse où on va poser aux enfants, très petits, hein. Mademoiselle Zizi a-t-elle un zizi? C'est pour des enfants de 6 ans. Bien, donc on va poser la question que vous connaissez maintenant et qui se trouve sur la page de ce livre, a-t-elle un zizi? Une question qu'au même âge, la société française, quand j'avais 6 ans, ne s'était jamais posée comme question. Parce que Mademoiselle Farida a-t-elle un zizi? Quand j'étais à la communale. Je vous assure que c'est tout à fait surprenant pour une personne comme moi. De voir que nous sommes tombés si bas et que nous en sommes arrivés là. Et là, il est très important à ce moment-là de se rendre compte qu'on s'adresse aux enfants, qu'on s'adresse aux jeunes, qu'on s'adresse aux adolescents. Vous connaissez maintenant, je suppose, la ligne Azur et toutes ces belles recommandations pornographiques, je dirais même hystériques. Vous savez qu'on a proposé sur cette ligne Azur les comportements sexuels les plus déviants en les proposant aux enfants aux adolescents sous forme de questions, comme si on leur demandait s'ils préféraient la vanille ou le chocolat. De la même façon, dans les propos les plus crus qui soient. Eh bien, ces livres-là que j'ai ici et qu'on peut trouver partout et qui sont beaucoup plus nombreux que ce que je possède là sur la table, vous en avez un certain nombre et ça correspond complètement à la lettre de Vincent Payon de janvier 2013 qui, s'adressant au recteur, toujours concernant la ligne Azur, mais avait quand même introduit son propos en disant que, en fait, il s'agissait de s'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités. Le changement, c'est maintenant. Le changement de sexe, c'est maintenant. Alors, ils ne mentent pas, et c'est là où nous portons une grande responsabilité, parce que le mariage homosexuel, finalement, c'était dans le programme. Et je déplore, et je déplorerai ici comme ailleurs, que les musulmans n'aient pas suivi les catholiques dans ce combat. Ils portent une responsabilité phénoménale dans le passage de la loi Taubira. Alors ils se sont un peu rachetés là ces derniers temps avec la JRE, pendant que les catholiques, eux, sont un peu débinés. Alors j'espère qu'on va réussir à trouver une intersection où enfin catholiques et musulmans vont se retrouver ensemble mobilisés parce qu'il est. La victoire en dépend. La victoire en dépend. S'appuyer sur la jeunesse pour changer les mentalités, c'est ce qui se fait à peu près depuis 1968. Et c'est très grave. Et cette jeunesse sur laquelle on s'appuie pour changer les mentalités, elle est de plus en plus jeune. C'est-à-dire que maintenant, on s'appuie sur l'enfance, sur la première enfance. Il est même question, d'après un rapport de l'OMS, de toucher aux enfants de 3 mois, qui est actuellement un rapport sur lequel nos autorités sont en train de plancher. Où sont les parents? Où sont les églises? Où sont les croyants? Et là-dedans, je mets les musulmans. Mais comme on n'a pas d'église, je ne peux pas vous dire où sont nos... je sais pas quoi. Ça n'existe pas. Et il est évident aujourd'hui que je constate qu'au niveau des hommes, prêtres par exemple, il n'y a pas de courage. Ah bon? Et je constate qu'au niveau des imams, il n'y a pas de courage. Car bien sûr, nous sommes tous pris dans une institution. Moi, en tant qu'enseignante, je suis prise dans une institution. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais ça, il y a très longtemps, moi, j'ai réglé ce problème. Entre la vérité et l'erreur, qu'est-ce que je vais choisir? Puis là, c'est plus la vérité et l'erreur, là. C'est entre la vérité et le crime que vais-je choisir. Parce que l'idéologie du genre,
est une idéologie criminelle. On n'est pas du tout dans le débat d'idées normales. Nous sommes dans la manipulation psychique des esprits les plus fragiles pour, s'appuyant sur ces manipulations d'esprits fragiles et jeunes, amener à un changement de civilisation où l'homme et la femme n'existeront plus. Où l'origine du monde partie de l'homme et de la femme disparaîtra dans un chaos généralisé. Et là, évidemment, il va falloir que je vous fasse quand même la description, au moins par l'intermédiaire d'un petit livre de jeunesse, que c'est bien vers le chaos généralisé que nous nous rendons. Et ce petit livre jeunesse, on me dit que la théorie n'existe pas, en tout cas celui-là, il est bien dans ma main. Il s'appelle « 10 mamans » et le maman porte un S. Donc il est question là d'un petit garçon qui s'appelle Théo, et dont on nous dit que Théo a 2 mamans, l'absurdité complète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, dans la langue française, produire ce genre de phrase. Théo, sujet, a, verbe, 2 mamans. Alors le chaos organisé en s'appuyant sur la jeunesse et surtout des enfants de plus en plus jeunes, ben vous allez en avoir une preuve ici, où notre Théo qui a 2 mamans soi-disant dessine son arbre généalogique à l'école, vous voyez, c'est bien à l'école que les choses se passent, et sa maîtresse cautionne puisque c'est elle qui va lui dire, bah oui, il est tout à fait possible d'avoir 2 mamans, alors que la petite copine de Théo assise à côté de lui dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? 2 mamans. Eh bien l'institutrice arrive à la rescousse, pour expliquer à la petite, je ne sais plus comment elle s'appelle, peu importe, admettons Caroline, que oui, c'est tout à fait possible, lui dit-elle, à elle et à ses petits camarades en classe, qui sont tout petits, hein, c'est des enfants qui ont 6 ans, quoi. C'est pas des grands bonhommes de 18 ans qui pourraient lui mettre une claque dans la figure en lui disant « casse-toi, dégage ». C'est pas ça. On a affaire à des petits-enfants qui sont extrêmement fragiles, innocents, et qui ne peuvent être que les otages des adultes. Surtout dans l'institution scolaire. Donc, vous avez là l'histoire qui est racontée à la moitié du livre, où Théo donc dessine son arbre généalogique représentant 2 mamans, et où, devant la surprise de sa petite camarade de classe, l'institutrice va tout simplement expliquer aux enfants, dans ce livre-là, et donc ce livre-là existe bien en direction des enfants de 4-5 ans, qu'il y a plusieurs façons de composer une famille. Alors là, ça commence à être extrêmement intéressant. Plusieurs façons de composer une famille. Ah bon? Eh bien oui, la première façon, c'est le papa, la maman et les enfants. Alors là, on pousse un soupir de soulagement, on se dit, ok, il n'y a pas de problème, la situation est sous contrôle, tout va bien. Papa, maman et les enfants, tout va bien. Mais est-ce qu'on va se limiter à cette composition familiale-là? Pas du tout, puisqu'il y en a plusieurs. Alors la deuxième composition possible, c'est une maman toute seule, avec des enfants, et la troisième composition, c'est un papa tout seul avec des enfants. Et aujourd'hui, je dois vous dire, et c'est la raison pour laquelle nous sommes coupables, nous l'avons accepté. Or, il y a 2 compositions qu'il fallait déjà refuser. Parce que la maman seule avec des enfants, ce qu'on appelle maintenant la famille monoparentale, et le papa n'en parlons pas, lui il est encore plus dépassé, tout seul avec des enfants, c'est carrément déjà la théorie du genre. Et on ne s'en est pas rendu compte. Et tout le monde s'est précipité pour participer par exemple à des élections. Moi je suis issu des quartiers populaires où la panacée c'est d'être conseiller municipal PS. Et quand je leur dis que la situation étant ce qu'elle est, je préférais qu'on voit arriver des conseillers conjugaux pour réparer les couples, ils me regardent comme si j'étais une imbécile. Parce que le divorce, c'est normal, figurez-vous, aujourd'hui. Alors, il est vrai qu'en islam, le divorce est possible. Mais en islam, il est quand même dit que s'il était possible de divorcer, c'est quand même la chose la plus détestée de Dieu. Et on peut comprendre pourquoi. Quant au christianisme, n'en parlons pas. Il est carrément pas autorisé. Ben, figurez-vous si, quand même. Il y a beaucoup de catholiques qui disent que finalement, pourquoi pas, elle m'emmerde trop celle-là. Elle m'emmerde trop celle-là, oui, mais les enfants.
C'est-à-dire que nous avons fait disparaître de nos vies la notion de sacrifice. Et si aujourd'hui je peux parler comme ça devant vous, je vais vous dire à qui je le dois, à mon père. Mon père qui, comme tous les hommes, dans l'époque où nous sommes, a pu rencontrer des difficultés avec ma mère, me disait toujours « Je ne la quitterai pas parce que je ne vous quitterai pas. » Vous, c'était les enfants. Et bien maintenant, des hommes comme ça, on me dit qu'il n'y en a plus. Il y en a encore un peu? Alléluia. Mais pas beaucoup. Donc, nous avons considéré comme normal 2 compositions familiales qui auraient dû être rejetées d'emblée et à l'égard desquelles nous aurions dû nous mobiliser pour sauver le couple traditionnel et la famille traditionnelle. D'ailleurs, le jour où les catholiques ont accepté de se marier à la mairie, d'abord, avant de passer à l'église, il était clair que, fatalement, on arriverait à marier 2 mecs. C'était fatal. C'est ce qui va d'ailleurs arriver aux musulmans. Il a fallu l'abandon du mariage à l'église, l'obligation du mariage civil pour que progressivement, on considère que marier 2 hommes, c'était envisageable. Et d'ailleurs, vous avez été, entre catholiques, représentés par quelqu'un comme Frigide Barjot, dont le nom est déjà totalement... Pendant des mois, cette femme a représenté le leader des catholiques, et on la voit maintenant en mini-jupe toujours, hein, préconiser l'union civile, qui est absolument l'équivalent du mariage. Parce qu'on veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes, encore une fois. Donc il y a un vrai problème chez nous. Nos adversaires ne font que profiter de nos faiblesses, de nos renoncements et de nos reniements. Alors il serait temps de nous restaurer déjà. Parce que si on sort de cette salle-là en se disant que finalement, oui, je suis un vrai bonhomme et moi une vraie bonne femme et que maintenant c'est fini la rigolade, vous allez voir que l'univers va nous suivre. Parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est en termes positifs que ça se passe. Il ne suffit pas d'aller se trimballer dans la rue en criant des mots d'ordre avec des ballons dans les mains pour imaginer qu'on va pouvoir changer le monde ou restaurer les principes desquels nous sommes issus. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ça se passe à partir de nous. Alors ça paraît inaccessible parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à quelque chose d'inaccessible, mais nous ne sommes pas inaccessibles à nous-mêmes. Et vous savez très bien que Dieu reconnaîtra les siens. 4e composition, alors là ça s'aggrave puisque là tout le monde a accepté, hein, la femme toute seule, le monsieur tout seul, on l'a accepté. Là où on commence déjà ici, en tout cas dans cette salle à coincer, c'est quand on a une famille composée de 2 femmes et des enfants. Là ici on n'est pas content. Hein. On se dit quand même ils abusent, hein. Ils auraient pu nous l'épargner. Ben non, ils ne l'ont pas épargné. Pas du tout, ils ne nous l'ont pas épargné. De la même façon qu'ils ne nous ont pas épargné la famille composée de 2 hommes et des enfants. On en est là. Ça y est, c'est voté, c'est fait. Moi, je m'en fous du fait qu'il l'ait voté. Pour moi, c'est comme si toujours ça n'existait pas en moi. Il est hors de question que je reconnaisse ça. J'ai déjà fait comme vous la connerie de reconnaître la page précédente. C'est pas pour me taper la suivante. Hein. Ça, c'est hors de question. Et c'est pour ça que je suis là. Alors on pourrait se dire, bon, 2 mecs, 2 nanas avec des enfants, c'est le combat, on va s'y mettre et puis on va y arriver. Ben, c'est pas terminé parce que là on n'a fait que 5 compositions, il y en a encore une 6e. Et alors là c'est dingue, hein. Franchement c'est dingue parce que vous avez une famille composée de 2 hommes plus 2 femmes plus d'1 enfant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le nombre d'adultes grandit dans le cadre augmente dans le cadre familial, vous avez le nombre d'enfants qui diminue. Alors, vous savez, je vais être vulgaire, hein. On me dit, oh oui, des fois tu dis des gros mots, c'est pas bien, mais là j'en vois pas d'autres, pour expliquer ce que je pense. Le dernier cas, le 6e, 2 femmes, 2 hommes et 1 enfant, enfin 2 femmes et 2 hommes, pour moi c'est pas un mariage, hein. Pour moi c'est une partouze. Et c'est une partie carrée, merci madame. Et on veut donner comme cadre pour élever des enfants des partouzes. Et alors on pourrait se dire, bon, on va peut-être que se mobiliser pour ces cas-là, on va peut-être essayer de revenir en arrière, parce que revenir en arrière, c'est en fait aller de l'avant pour nous.
parce que c'est eux qui nous font aller en arrière au sens négatif du terme. Eh bien, figurez-vous que tout ça est proposé à des enfants de 4 ans. Hein. Parce que là, on rigole ensemble, on a moyenne d'âge 70 ans. Mais là, ils ont 4 ans, moyenne d'âge. Hein? Moyenne d'âge, 4 ans. Donc, ce qui est absolument incroyable dans cette deuxième page que j'aborde vraiment, c'est qu'en bas, vous ne le voyez peut-être pas parce que vous êtes loin, il y a écrit etc., etc., etc. Point de suspension à des enfants de 4 ans. C'est-à-dire que on comprend très bien où on va. Moi, j'étais à la mosquée de Sarcelles, j'ai dû employer des mots comme ça dans une mosquée, je ne vous dis pas. Enfin, ils m'ont dit, ok, j'avais pas le foulard, plus les gros mots, ils se sont dit, purée, la théorie du genre, c'est grave. Bah oui, la théorie du genre, c'est grave. Alors je leur ai dit, bon, le etc. et le etc. À votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ils ont tout de suite compris. Le père et sa fille. Le père et ses 3 filles. La mère et ses enfants. Bref. Pensez-vous que nous allons aller plutôt au paradis en laissant passer ça? Je crois que c'est cuit pour nous, hein. Bon, il y en a peut-être qui ne sont pas intéressés pour aller au paradis. Moi, je suis un peu intéressé quand même. Et je ne pense pas qu'on va connaître le délice de l'éternité harmonieuse si on laisse passer ça. Et c'est pour ça que ma devise dans les JRE, c'est vaincre et mourir. Ou mourir. Il y a Marion Sigaud qui m'a dit, fais gaffe, des fois tu dis vaincre et mourir. Il va t'arriver ce qui est arrivé à Jeanne d'Arc. Vaincre ou mourir.